et bienvenue pour cette deuxième saison des We2 Live du We2 Festival. Donc ça a commencé en décembre et on va continuer sur une base d'un entretien par mois jusqu'en septembre 2021 où aura lieu la seconde édition du We2 Festival. Des entretiens qui nous permettent d'aborder des questions de société, de culture ou d'histoire comme aujourd'hui. Et je commence par remercier chaleureusement le Pavillon des Canaux qui nous prête ses locaux pour ces captations et où on espère très bientôt pouvoir aller boire un café de façon conviviale avec des amis. Et on remercie aussi les Films Fauves qui assurent les captations, la réalisation de ces entretiens. Merci. Alors, le mois dernier, c'était Chantal Birman qui faisait l'objet d'un rendez-vous où on a pu parler de l'aube de la vie, puisque Chantal Birman est sage-femme. Et cette fois-ci, on accueille Marilène Patou-Mathis qui va nous parler de l'aube de l'humanité, puisqu'elle est préhistorienne. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Alors, préhistorienne et directrice de recherche au CNRS, et plus spécifiquement spécialiste de l'homme de Néandertal. Alors, l'homme, c'est l'homme de Néandertal, pas la femme. Eh ben, vous avez mis le doigt sur le problème, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à chaque fois, moi qui travaille depuis des années sur les Néandertaliens, et à chaque fois on me dit l'homme de Néandertal, et c'est pour ça que ça m'agaçait depuis très longtemps. Je dis mais l'homme de Néandertal est aussi une femme. On peut dire l'homme de Néandertal sur le fossile qui a été découvert en 1856 dans la vallée de Néander, donc Néandertal, mais non, les Néandertaliens comprennent des hommes et des femmes, donc s'il vous plaît, arrêtez de dire l'homme de Néandertal. L'homme de Cro-Magnon, voilà. L'homme de Néandertal. Non, mais c'est pas anodin, parce que souvent on peut un peu rire en disant oui, mais c'est pas important, et ça. Si, les mots ont une importance. Je ne vais pas jouer Camus qui disait on ajoute du mal au mal quand on emploie des mauvais mots. Mais c'est vrai. Donc c'est très important parce que ça rentre. Et on dit l'homme, alors l'homme fait ci, préhistorique fait ci, l'homme préhistorique fait ça. Et en fin de compte, on a vraiment cette impression que la femme, elle est invisible. Et on me dit oui, mais c'est homme avec un grand H. Je suis désolée, quand j'entends pas le grand H. Hein. Donc je crois qu'il faut. C'est pas anodin. Et je pense qu'il y a des fois, il faut remettre les choses à leur place. Donc ça a donné un livre qui est sorti chez Alary Éditions en octobre 2020, donc c'est tout récent, ça a déjà fait couler beaucoup d'encre et vous avez déjà pas mal parlé à la radio, à la télé, j'espère que vous allez continuer à en parler parce que visiblement ça rencontre son public, enfin, ça correspond à des thématiques que les gens ont envie d'explorer. Un livre donc vraiment passionnant qui est à la fois très, très riche, très documenté, très rigoureux et hyper accessible. Donc merci. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, et on va avoir l'occasion d'explorer un peu les sujets que vous avez développés dans ce livre, mais je commence par une première question qui est un peu une question rituelle qu'on pose depuis le début à toutes les personnes qui sont accueillies dans nos We2 Live, à savoir quelle est la source, qu'est-ce qui pour vous a pu constituer la source de votre engagement féministe, si engagement il y a, mais il me semble qu'il y a. Est-ce qu'il y a un événement, une lecture, un événement dans votre vie qui a pu... En fin de compte, c'est très particulier parce qu'il n'y a pas un événement précis. C'est-à-dire que ce sont plein de petites choses au cours de mon existence, et notamment de l'existence professionnelle. Bon, il y a plein de petites choses qui sont... je me suis dit, tiens, c'est quand même particulier, pourquoi il y a si peu de femmes, je vais revenir dans les sciences évidemment, pourquoi si peu de femmes à l'Académie des sciences, pourquoi si peu de femmes qu'on ait prix Nobel, etc. Pourquoi on voit essentiellement, même en préhistoire, pendant très longtemps, ça a été essentiellement masculin. Et donc tout ça, petit à petit, commence, vous voyez, c'est presque de l'inconscient, ça rentre. Et donc là, je me suis dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que on projette encore actuellement, alors qu'on est en 2020, on était en 2020, on projette encore des images qui sont des images de la société du 19e siècle quasiment, avec une dominance masculine dans tout ce qui est non-foyer, on va dire, ou non-activité domestique, ou non-activité maternelle, par exemple. Et on en est encore là quasiment partout. Même s'il y a beaucoup de changements depuis ces derniers temps, mais c'est quand même très très récent.
Et je me suis dit, et en fin de compte, ça rejoint ce que je vois, moi, pour la préhistoire. Parce qu'en préhistoire, c'est pareil, toutes les reconstitutions, tous les livres, tous les films, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à l'an 2000, on va dire, ce n'était que ça. On voyait les hommes, là, avec un petit âge, taillent le silex, les hommes ont pas lascaux, les hommes vont à la chasse, et alors les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Alors je disais toujours, en m'énervant un petit peu, elles balayent la grotte. Mais je veux dire, à un moment donné, ça suffit. Alors on disait, mais non, tu sais, elles s'occupent aussi des enfants, et elles font la cueillette. Oui, bon, sauf que on disait, oui, mais quand même, l'activité de chasse par l'activité au niveau économique, l'activité cueillette, quand même, c'était plus valorisant. Non seulement on décrétait qu'il y avait des activités féminines et masculines, et en plus, on hiérarchisait. C'est-à-dire qu'il y avait des activités plus nobles, voilà, et qui étaient évidemment masculines. Et tout ça, à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être mettre un peu d'ordre, comme j'avais fait pour les Néandertaliens d'ailleurs, parce que j'ai eu un premier combat avant les femmes, c'est les Néandertaliens, parce qu'on les prenait des sous-hommes, d'une sous-humanité. Et donc j'avais fait un bouquin justement pour dire une autre humanité, pas une sous-humanité. Et bien là, j'ai eu la même chose en me disant, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut secouer un peu tout le cocotier. Et donc j'ai commencé à mettre des documents de côté. Voilà, c'est un travail quand même qui s'est fait petit à petit. Ça fait combien de temps à peu près? Là, disons, sur ce sujet-là, ça fait quand même maintenant bien 4-5 ans, je mets beaucoup de documentation. Je me suis ouverte aussi, parce que c'est vrai, je n'avais pas trop le temps. Je dirige une équipe, j'ai des étudiants, etc. J'écris des articles scientifiques, évidemment. Oui. Donc tout ça prend beaucoup de temps et je n'avais pas tellement le temps aussi de consacrer à ça. Donc j'ai commencé en magazine la documentation, à bien faire attention à plein de choses. Et petit à petit, ça a monté. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, voilà, il faut vraiment faire quelque chose. J'ai matière à. Il y a des nouvelles découvertes qui me permettent d'avancer les choses sur les activités féminines pendant la préhistoire. Donc j'ai dit que c'était le bon moment. Alors parlons-en, des activités féminines. Voilà. Qu'est-ce qui permet de dire que les femmes étaient bien... Voilà, quelles sont les traces? Qu'est-ce qu'on sait des femmes préhistoriques? Alors, ça me fait, je souris parce que c'est... L'autre fois, j'ai comme ça aussi fait un petit peu ironiquement à certains journalistes, mais parce que nous, on va nous demander, comment vous le savez? Si vous dites les femmes, elles n'ont peut-être pas la score. Ah oui, mais comment vous le savez? Je dis, écoutez, ça fait 150 ans, voire plus, qu'on n'a jamais demandé aux hommes, aux préhistoriens masculins, d'expliquer pourquoi ils pensent que ce sont des hommes qui n'ont pas la score, ou pourquoi ce sont des hommes qui ont taillé le silex. Parce qu'au niveau des vestiges archéologiques, puisque notre discipline, il faut bien faire attention à ça, ce n'est pas des belles histoires, même si ça devient des belles histoires, la préhistoire, mais ça repose sur des fouilles archéologiques, sur du matériel qu'on sort de ces fouilles archéologiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Europe centrale et orientale, notamment en Crimée et tout. Et voilà, on fait des fouilles, on trouve des objets et on fait parler ces objets. Et maintenant, en ce moment, en plus, c'est super parce qu'on a des moyens, on a l'ADN ancien qu'on peut faire, on a des méthodes biogéochimiques, etc., qui nous permettent de vraiment pouvoir décrypter ce qu'on trouve. Donc, on part de ça. Et je peux vous dire que si on part de ces objets, on ne peut absolument pas dire, par exemple, si je prends la taille des outils, je ramasse mon silex, je fais mon outil dans ce bloc de silex, je peux vous dire quelle culture, je peux vous dire quelle a été la démarche, la chaîne opératoire dans le cerveau qui a conduit de la matière brute à la matière finie. Je peux tout, un droitier, un gaucher même, on peut faire. Mais je ne peux pas vous dire si c'était un homme ou une femme. Donc, et c'est là toute l'ambiguïté. Parce qu'on a... Même nous, femmes préhistoriennes, inconsciemment, on n'a jamais remis en question. Mais là, d'un seul coup, on se dit, mais voilà, on voit une peinture. Là, les peintures, là aussi, c'est pareil. Je peux vous dire, c'est un magdalénien, par exemple, à Chauvet, c'est un Aurignaciens, les Aurignaciens, Lascaux des Magdaléniens, c'est un droitier, un gaucher, il y en a 2 ou 3 qui ont fait la grande salle des Aurochs à Lascaux. Mais je ne peux pas vous dire si celui qui tenait le pinceau en poil de blaireau ou qui tenait le burin pour graver, si c'était un homme ou une femme. Mais on n'a jamais remis en question. On a dit, voilà, ça allait de soi. Ça allait de soi parce que c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. J'essaie de comprendre pourquoi c'est cette situation et pourquoi elle est encore très prégnante actuellement. Pourquoi, même actuellement, les jeunes, les plus jeunes préhistoriens, etc.,
sont encore comme ça. Les premiers, les précurseurs du 19e, de toute façon, après l'histoire, il n'y avait que des hommes. Je veux dire, au 19e siècle, c'était la société. Voilà, parce que la préhistoire, c'est 1860, son apparition en tant que discipline, il n'y a que des hommes. Mais même encore maintenant. Donc, c'est à partir de ça que j'ai construit mon ouvrage. Je pars d'un constat et pourquoi. Voilà. Ouais. Mais il y a quand même, alors moi parce que j'ai lu attentivement votre livre, il y a quand même des données qui montrent que les femmes étaient présentes. Par exemple, vous citez des exemples où, par exemple, sur des mains, des empreintes de mains, les fameuses empreintes de mains qu'on visualise bien, qui sont sur les parois des grottes, il y avait 75% des empreintes qu'on peut identifier comme étant des empreintes féminines. Oui, mais bien sûr que le féminin est présent. Mais là, voilà, si on prend voilà, l'exemple que je te disais est intéressant pour bien faire comprendre le processus et ce qui est vraiment dans la tête qui est très difficile à déconstruire. Actuellement, avant, pendant très longtemps, on disait non, les femmes, elles restaient dans l'entrée, elles n'allaient pas dans les milieux souterrains, elles n'allaient pas dans les galeries, elles n'allaient pas. C'est pour ça qu'elles ne faisaient pas les peintures, elles n'allaient pas. Bon, là déjà, c'est à discuter. Mais on a trouvé les mains. Et là, en plus, les mains, ce n'est pas seulement une question de taille. Hein. Il y a des rapports, etc., des métriques et tout, qui permettent de dire masculin, féminin, ado, et l'âge. Mais là, maintenant, on dit oui. Elles sont allées, elles ont mis leurs mains. Et je dis, tu vois le cheval qui est à côté, là, c'est peut-être elle? Ah, ben non. Alors je dis, pourquoi pas? Vous voyez, c'est tellement ancré que même là, il y a les mains, les animaux qui sont à côté. Qui sont peints, c'est pas forcément elle. Et voilà. Donc parce qu'il y a aussi des mains masculines, évidemment. Donc, on doit à chaque fois progresser comme ça. Et ce qui est important, je crois, que pour que les choses avancent, c'est que de bousculer, de dire non, moi, je ne peux pas te dire, c'est une femme ou c'est un homme qui a fait, ou deux, plusieurs d'ailleurs, ça, des fois, il y a des grandes fresques. Donc, je suis désolée, mais quand tu me dis que ce sont des hommes, moi, je dis non. Et si je te dis, moi, que c'est des femmes, tu me dis non, et c'est normal. Parce que c'est les uns, peut-être les deux, peut-être l'un, peut-être... Et surtout, ce qui est très important, c'est que, vous savez, cet art pariétal, c'est 25 000 ans. C'est des sociétés différentes, avec évidemment des cultures que nous, avec les vestiges, on met en lumière. Donc, forcément que leur système social, leur structure, même mentale, c'est-à-dire la façon de voir le monde, les cosmogonies, etc., n'étaient pas les mêmes. Donc, dans certains endroits, peut-être que il y avait des femmes qui faisaient telle et telle activité, dans d'autres activités, les hommes, etc. Donc on ne peut pas non plus faire comme si, essentialiser, vous voyez, tout généraliser. L'homme, d'abord quand on dit l'homme préhistorique, c'est ridicule parce qu'il y a plein de sociétés. Les gens pensent que la préhistoire, mais pas du tout. C'est extrêmement moderne, si j'ose dire, très diversifié, avec des vraies cultures bien marquées. Donc forcément, là aussi, les relations n'étaient pas les mêmes. Donc il faut, je crois aussi, faire bien attention à ça. Donc cet art de Chauvet et de Lascaux, eh ben, vous avez 12 000 ans entre les deux. Donc pendant 12 000 ans, vous imaginez, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même façon de voir le monde. Donc ceux qui ont fait ces représentations, ils avaient sûrement, en plus c'est toujours très symbolique, hein, il n'y a pas d'art pour l'art à l'époque, forcément que c'était pour des motivations différentes. Donc là, le rôle, le statut des femmes était sûrement, ça variait au sein de ces communautés. Ça peut être des sociétés complètement différentes. Complètement. Dans un cas, ça pouvait être des œuvres faites uniquement par des femmes, dans l'autre que par des hommes. Bien sûr. C'est comme les petites Vénus, vous savez, ces petites statuettes. Parce qu'il faut bien savoir que dans cet art paléolithique qui est absolument magnifique, hein, puisque même les Picasso, Braque et autres se sont inspirés, c'est qu'en fin de compte, on a aussi de grandes diversités, on a toutes ces statuaires. Et ce qu'on remarque, c'est que majoritairement, ce sont les animaux. Hein. Leur monde, c'est l'animal. Ils tirent tout de l'animal, donc c'est vraiment c'est le centre. Le centre, c'est l'animal. Et il y a peu de représentations humaines. Mais dans ces représentations humaines, que ce soit sur les parois, l'art pariétal, ou que ce soit la statuaire, c'est 80 à 90% des femmes qui sont représentées. Soit des femmes, des silhouettes, soit des statues femmes, soit des vues, on a plein de vues. Les hommes, il y a peu de phallus, et il y a très peu de profils masculins, de silhouettes masculines. Donc les femmes sont aussi très présentes. Le féminin est extrêmement présent dans cet art. Et jusqu'à, là aussi je veux dire, à peine 20 ans, c'était qu'un regard masculin. C'est-à-dire qu'on avait sur cet art, les spécialistes de l'art, ils sont encore vivants d'ailleurs, moi j'ai eu comme prof, les spécialistes de l'art, c'était tous des hommes. Tous. Donc ils avaient forcément sur ces statuaires
sur ces statuettes, un regard, un male gaze, un regard masculin sur ces statuettes. Donc forcément, eux, ils sortaient. Alors soit c'est la fécondité, alors là, ça y est, voilà. Ou soit c'était la femme idéale. Alors laissez-moi rire, ça veut dire quoi la femme idéale? Voilà. Alors que moi, je propose d'autres ciseaux, et d'autres, bien sûr, aussi, non, surtout les anglo-saxons, ils sont un peu plus ouverts. Proposer, ça peut être très bien, ces petites statuettes. Il y en a qui sont perforées, sont toutes petites, sont perforées. Elles ont été portées parce qu'on voit les traces d'utilisation. Donc en amulette, pourquoi pas faites par les femmes pour les femmes, notamment au moment de l'accouchement. Et alors là-dessus, c'est assez drôle, enfin c'est personnel, mais ce que j'ai lu dans votre livre, des choses qui m'ont confirmé dans un truc que j'avais pensé moi-même. Je connaissais l'existence de ces petites Vénus, donc qui ont presque pas de tête et un corps très très rebondi. Et je m'étais fait la réflexion il y a longtemps, à un moment où j'étais enceinte, que quand on regardait son corps d'en haut, c'est exactement ça qu'on voit. On voit pas de tête et on voit que des courbes. Et je m'étais dit, mais en fait, ça se trouve, c'est des femmes enceintes qui ont fait ces statuettes. Et là, j'ai retrouvé la même hypothèse qui était défendue par une chercheuse donc dans les sources que vous citiez. Donc oui, effectivement, en fait, il y a eu des biais qui ont empêché des choses, pourtant peut-être... Tout à fait, c'était... En fin de compte, la vision, d'abord, les statuettes, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont focalisés sur ça, parce que bon, les grosses fesses, tout ça. Mais... il y a de tout. Là, c'est pareil. Vous savez, ça va on va dire le Pays de Galles jusqu'en Sibérie. Donc, vous imaginez, et sur 25 000 ans. Donc, déjà, la distance, les sociétés, là, c'était différentes. Et on a de tout. On a des fortes, on a des toutes minces, on a la plupart des nues, mais aussi à Malta, par exemple, en Sibérie, elles ont un anorak. Bref, on a de tout. Donc ça veut dire, il y en a qu'on plantait dans le sol, on voit très bien, elles sont comme ça, et puis on voit qu'il y a des traces, elles ont été plantées peut-être à l'entrée de la tente, de la hutte, etc. Donc elles ont eu plein de rôles. Et surtout, pourquoi voulez-vous absolument que ces statuettes étaient faites par des hommes ? Pour des hommes, on croirait que on est en train de parler de la Genèse, mais non, c'est pas un livre écrit par des hommes pour des hommes. Donc je pense que c'est à revoir ça, parce que justement, dès qu'on change de point de vue, on ouvre plein d'hypothèses différentes. Et notamment que dans certaines de ces sociétés, c'était les femmes qui les faisaient, qui étaient en lien avec l'accouchement, un moment très difficile à cette période, parce qu'il n'y a pas de césarienne, cette période, si ça se présente mal. C'est pour ça qu'on a très peu de squelettes féminins qui dépassent 40 ans. Elles sont toutes, il y a plein qui meurent à l'accouchement, on a même des squelettes de fœtus. Donc, c'est un moment difficile, il suffit que le bébé ne se présente pas très bien, c'est foutu. Donc je pense que, et les femmes accompagnaient beaucoup ça on le sait, les accoucheurs chez nous, c'est le XVIIe siècle. Donc je pense qu'une grande partie ont été faites par des femmes pour des femmes. Donc je crois que c'est intéressant, et d'autres, peut-être d'autres choses, pourquoi pas. Alors, moi, je pense que l'image idéale, je ne suis pas sûre, ça ne peut pas dire grand-chose pour moi, l'image idéale de la femme, parce qu'il représentait les femmes, parce que les femmes aussi, à cette époque, même c'est pas parce qu'elles sont rondes qu'elles sont enceintes, faut arrêter. Surtout là, on voit très bien, c'est les périodes de glaciation, etc., il vaut mieux avoir un peu de gras, un peu comme les Inuits, les femmes Inuits, je parle au 19e, début 20e, elles étaient avec juste forme et tout, parce qu'elles avaient ces ressources de graisse. Donc, elles étaient peut-être comme ça. Et donc, c'est peut-être une représentation de la femme de cette époque-là. Donc, vous voyez, il faut tout revoir, parce que... Et peut-être certaines sont des divinités, des représentations de divinités féminines. C'est pour ça qu'elles n'ont pas de visage, parce que le visage d'une divinité ne se représente pas. Elles n'ont pas de visage. Pourquoi ? Peut-être parce que justement, c'est les femmes, par exemple, quand vous ne mettez pas un visage, ce n'est pas individuel, ce n'est pas telle personne. On n'est pas en train de faire la Vénus de Botticelli, ce n'est pas un tel ou la Joconde. Donc on a plein d'autres hypothèses. Je crois qu'il faut, vous voyez, c'est ça que je voulais montrer à travers ce livre, c'est changeons la façon de voir les choses, élargissons le champ des possibles, et ça, je crois que c'est important. On en parlait tout à l'heure, la vision de la préhistoire en tant que sujet d'étude, elle a été construite par des hommes, pour des hommes, à une période bien définie de l'histoire. Et ça, c'est super intéressant dans votre livre. C'est qu'en fait, vous revenez à la genèse de la construction de cette science qu'est la préhistoire. Et vous faites un travail hyper intéressant
parce qu'il y avait vraiment besoin de revenir, de dire qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est sous-jacent en fait. Oui, ça me paraissait important, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on fait un constat, il faut expliquer. Qu'est-ce qui explique qu'on a ça actuellement, pourquoi? Et donc j'ai recherché. Et en fin de compte, la préhistoire, milieu du 19e siècle, que les hommes, puisque c'est une société occidentale, parce que la préhistoire, non seulement c'est le milieu du 19e, mais en plus c'est en Europe, et c'est surtout en France, en Belgique et en Angleterre. Donc c'est vraiment dans un milieu occidental. On est Et dans cette période-là, évidemment, ces préhistoriens, ces précurseurs de la préhistoire, vont calquer sur les hommes préhistoriques, les humains préhistoriques, ils vont calquer leur modèle à eux social. Et quel est-il? C'est le patriarcat. C'est une puissance terrible au XIXe siècle. Les lois sont patriarcales. On a qu'à lire le Code de Napoléon. Je cite des extraits dans mon livre. C'est terrifiant pour nous. Donc on est vraiment un système. Et en plus, Darwin, c'est pas si longtemps, c'est 1859. Donc là, on est dans les 1860 pour la préhistoire, parce qu'il a fallu justement la reconnaissance qu'il y avait des ancêtres. Pas qu'on avait été créé par Dieu comme ça. Donc on avait des ancêtres, donc reconnaître déjà ça, c'était très récent. Donc on est aussi dans un milieu encore où il y a le poids de la religion qui est très fort. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que ces premiers préhistoriens, ce sont des instituteurs, des médecins et des abbés. Plein d'abbés, nous avons plein d'abbés. Donc voilà, ils vont jusqu'à la Première Guerre mondiale, même après, ils avaient beaucoup encore les abbés. Donc voilà, on est dans ce milieu, donc il y a l'influence, c'est ce que j'appelle l'infériorité par ordre divin, hein, parce que je mets des extraits de texte, et alors là, toutes les religions se valent. Donc là, la femme, on est inférieur, d'ailleurs on ne s'adresse pas à nous, on n'est jamais sujet. Hein, c'est pour les hommes, on parle aux hommes. Voilà. Dieu ne parle qu'aux hommes. Et alors, surtout pour nous, ce qui va être très très important et qui malheureusement va remettre, si vous voulez, alors là c'est la conjugaison des deux qui va faire très mal, c'est que c'est la grande période de l'anthropologie physique. Donc ça se développe, la médecine et l'anthropologie physique. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, évidemment, on va devenir les femmes inférieures par nature. On va dire, on va prendre plein de mesures. Voilà, donc un petit cerveau, machin truc, elles sont inférieures intellectuellement, petites, fragiles, etc. Donc elles ne peuvent pas faire plein de choses et tout. Enfin bref, donc on va devenir inférieure par nature, par notre nature biologique. Et en même temps, on va classer, c'est la grande, malheureusement, ça va des conséquences horribles, puisque c'est là où on va classer les humains. On va classer les humains, on va les hiérarchiser surtout. C'est-à-dire qu'on va faire une échelle à partir de l'anthropologie physique, à partir des mesures. On compare ces mesures, on va mesurer toutes les populations, des aborigènes, voilà, jusqu'à l'anglais, à l'aristocrate, on va mesurer tout ça. Et on va prendre un curseur qui est les grands singes, genre gorille ou chimpanzé. Et on va voir, selon les mesures, c'était beaucoup des mesures crâniennes, si on se rapproche plus ou moins de ces mesures des grands singes. Et évidemment, hein, vous avez compris, plus vos mesures se rapprochent de ces grands singes, plus vous êtes inférieur. Donc il y a les inférieurs des inférieurs, n'est-ce pas? C'est les aborigènes d'Australie, par exemple. Et puis, il y a une espèce d'échelle comme ça. Puis tout en haut, évidemment, c'est le blanc, hein, l'occidental. Alors, Galton, le cousin de Darwin, va même plus loin, parce que c'est le père de l'eugénisme, en plus, Galton. Et lui, il va mettre l'aristocrate anglais, vous voyez, tout en haut. Donc, on peut aller vraiment toujours plus haut. Bref, voilà. Et dans ces classements, de toutes les catégories, les races, comme on dit à l'époque, qui n'a pas de sens pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, on parle de races. Donc, toutes ces races, plus ou moins inférieures, comme ça qu'on classe, eh bien, à l'intérieur, on va classer, évidemment, le masculin et le féminin. Et dans chacune des catégories, la femme est toujours inférieure à l'homme. C'est-à-dire que chez un aborigène d'Australie, il est supérieur en tant qu'aborigène à sa femme, au côté féminin. Donc, on est vraiment dans cette classification. La femme rentre complètement dans cette classification, toujours infériorisée, toujours mais en dessous de l'homme, même dans ce que... pas moi, hein, mais eux parlent de race inférieure. Même dans ces races inférieures, la femme est plus inférieure. Voilà, c'est un peu comme il y a plus malheureux que l'ouvrier, c'est sa femme. Bon, bah là, on est un peu dans ça. C'est-à-dire qu'on est toujours... Et ça, ça va être extrêmement marqué. Parce que, évidemment, quand vous êtes dans ça, les hommes qui vont... Eh bien, ils vont calquer cette société sur la préhistoire. Alors, la préhistoire, évidemment, tout ce qui est considéré par eux comme noble, c'est-à-dire tout ce qui est l'invention. L'invention, la taille de l'outil, l'invention du feu,
l'invention, la création, l'invention, c'est forcément masculin. La femme, elle a essentiellement son rôle majeur, c'est la procréation. Et l'élevage, comme ils appellent ça à l'époque, l'élevage des petits-enfants, parce qu'évidemment, il y a le sevrage et tout ça. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et on va leur donner un peu la cueillette, parce qu'après, on va se baser plus tard sur les peuples chasseurs-cueilleurs. Mais le fond, il se fait là. Et on va l'avoir pendant très longtemps, très marqué. Et après, au XXe siècle, il va s'ajouter les comparaisons avec les peuples. Et alors, ce qui est étonnant en plus, c'est que, et vous en parlez, il y a assez rapidement quand même certains savants qui disent mais si on fait le ratio entre la taille du corps et la taille du cerveau, ben, la femme, elle n'est pas plus bête que l'homme parce que en termes de morphologie, il y a une cohérence et en fait bien sûr, mais ils vont s'aveugler. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison et ça a été la même chose, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Stephen Gould, un grand paléontologue qui a écrit des livres formidables. Il a écrit un livre qui s'appelle La mal-mesure de l'homme. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ces mesures, non seulement elles sont aberrantes au niveau éthique, mais en plus elles sont fausses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme ça. Et souvent, on s'aperçoit que les choses qui ne rentrent pas bien dans l'idéologie, parce que là, c'est de la science au départ, prendre une mesure, je fais de la science. Sauf que si je vais interpréter, etc., là, à un moment donné, ça bascule dans l'idéologie. Et la science devient idéologique. Voilà pourquoi à ce moment-là, Himmler, dans la dernière guerre, s'est servi de l'archéologie pour assurer la race aryenne, pour dire nous sommes les plus... Voilà. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, ça bascule dans l'idéologie. Et là, c'est devenu une vraie idéologie. Ça a permis de la colonisation, ça a permis l'infériorisation des femmes. Ça justifiait, si la science vous dit que vous êtes inférieur, que les femmes sont inférieures à l'homme, on justifie. Mais c'est normal, vous comprenez, c'est normal, vous avez des petites choses fragiles, c'est normal. Voilà. Si du coup on reprend tout ça, on fait table rase, on se dit, ben voilà, il y a eu une science qui a été inspirée par des préjugés sexistes très 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 ancrés. Et en fait, si on reprend la réalité de ce qu'était la vie des hommes et des femmes préhistoriques, on peut imaginer qu'on était dans des sociétés bien plus égalitaires que les sociétés du 19e, par exemple. Et donc finalement, en fait, on fait basculer notre perspective sur le passé très ancien de l'humanité. Et ce qui est passionnant, c'est que ça nous amène aussi à faire évoluer notre vision de notre futur ou de notre société actuelle. Parce qu'on se rend compte que ce travail que vous avez mené sur votre domaine d'études, sur voilà, ce qui fait le cœur de votre métier, il a été mené aussi dans certains autres domaines, mais ça reste quelque chose, il y a plein de choses à déconstruire dans plein d'aspects de notre culture et de nos savoirs, en fait. Oui, non, et ce qui est très important, là, si vous voulez, je vais prendre juste un exemple pour dire qu'on a maintenant quand même on peut s'appuyer si on a ce nouveau regard. Si on me parle du statut des femmes, est-ce qu'il était considéré comme inférieur à l'époque? Quels sont les vestiges qui peuvent nous parler? Ce sont les sépultures. Et les sépultures qu'on a au Paléolithique, chez les Néandertaliens et les Sapiens, parce qu'avant, il n'y a pas de sépulture, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'une sépulture masculine et une sépulture féminine, voilà, on a tous les âges, en plus, il y a même des sépultures d'enfants, même de fœtus. Vous voyez, les Néandertaliens enterraient leurs morts. Vous voyez, et donc, on voit qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a du mobilier, ce qu'on appelle le mobilier funéraire, qui accompagne aussi bien les hommes que les femmes. Il n'y a pas de différence. Ce qu'on verra plus tard au néolithique, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est au néolithique que tout va changer. Et au néolithique, là, on va avoir des tombes riches, des tombes pauvres et tout, mais là, il n'y a pas. Et les femmes sont comme les hommes, il n'y a pas de différence. Donc ça montre qu'elles n'avaient pas un statut inférieur dans ces sociétés. Donc ça, c'est un des exemples, j'en cite d'autres dans mon ouvrage. Donc en fin de compte, c'est bien une vision que nous, on calque, nos sociétés veulent calquer sur ça, mais ce n'était pas ça. Et où c'est très important, c'est qu'en travaillant sur ça, pour l'avenir, parce que c'est pour ça aussi, c'est très important, parce que ce que j'essaie de montrer, c'est que le patriarcat n'est pas originel. C'est quelque chose, c'est un peu comme la violence, elle n'est pas génétique, la violence, elle n'est pas originelle, elle est culturelle. Je veux dire, si vous n'allez pas bien, je vais vous dire c'est la faute de machin, vous allez lui taper dessus. Donc, tout ça est construit. Donc, c'est pas originel. Et si je dis ça, si je commence à dire, mais attention, pour moi, le patriarcat apparaît à un certain moment, dans certaines conditions, pour résoudre certains problèmes, notamment la succession, la transmission des biens, etc. Bon.
Je veux dire, si je vous dis ça, ça veut dire que si c'est pas originel, si c'est pas marqué là dans nos gènes, il n'y a pas des gènes qui disent tu peux pas faire telle activité ou telle autre. Si je vous dis ça, vous êtes libéré. C'est-à-dire que si c'est pas comme ça, naturel, originel, vous pouvez le changer. Ouais. Et ça change tout dans la tête. Parce que, et ça c'est très important, quand on a commencé à dire à plein de peuples, mais non, vous n'êtes pas inférieur, vous savez, c'est pas vrai, là, tout ce qu'ils ont raconté dans leurs histoires d'anthropologie, là. Non, non, il n'y a pas, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui ne sont pas intelligents, mais dans tout. Il n'y a pas de race, ceci. Et là, c'est pareil, il n'y a pas les femmes sont moins ou plus que ceci. Donc, et je crois que ça, c'est important, parce que si on démontre que tout ça est construit et culturel, on peut déconstruire et on peut changer. Et ce que je souhaite faire passer aussi, c'est qu'on peut le changer, et pour moi, mais ça c'est ma vision personnelle, d'autres, notamment féministes, ne sont peut-être pas sur cette longueur, je pense qu'on pourra le faire ensemble. Moi je pense que si on veut, il faut faire tomber ce système patriarcal qui n'a plus de sens, qui n'a pas de réalité anthropologique, et construire autre chose et ensemble. Et pas, parce que sinon on n'avance pas. Si on commence à se batailler, on va perdre ses nerfs, comme on dit. Et là, et de le faire ensemble. Mais grâce à ces études sur le passé, vous voyez, on peut déconstruire. C'est comme pour le côté des races. Moi, je vous dis, de toute façon, vous savez, on vient tous des mêmes ancêtres. Je veux dire, d'un seul coup, bon, vous ne voulez pas quand même un zozo comme ancêtre, donc vous allez commencer à voir les choses différemment. Puis l'autre, d'un seul coup, c'est vous-même, bon, dans la diversité. Je pense que tout ça fait avancer et pour un avenir meilleur, c'est ce qu'on souhaite tous. Hein. Si on fait tout ce que vous faites et tout d'une façon formidable avec ce festival et tout, c'est ça, c'est d'essayer d'apporter des choses pour qu'on soit mieux ensemble déjà dans un moment présent, parce que c'est toujours sympathique, mais aussi pour essayer peut-être de faire avancer les idées, et tout ça prend du temps. Oui. Et c'est en ça que, si vous voulez, le travail sur le passé n'est pas passéiste. Pas du tout. Et, voilà. Et c'est bien pour ça qu'on vous a invité. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est exactement les réflexions qu'on a et pour la raison de notre action ici, quoi. Et vraiment, il y a une citation de Jean Marcal que vous reprenez dans votre livre qui dit « Il n'est jamais trop tard pour faire jaillir du passé les sources vives de l'avenir ». Et là, c'est vraiment ça. On se replonge dans le passé pour y trouver les sources qui permettront de nourrir un avenir voilà, plus désirable, plus riche. Donc ça, c'est vrai que c'est en ce sens, voilà, c'est très salvateur votre et si je peux me permettre pour terminer, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai souhaité, alors je me suis sortie un peu de ce passé dans ce livre, c'est que j'ai souhaité aussi montrer, parce que ça commençait vraiment à me faire bouillir, de ce côté de victimisation. Je veux dire, les femmes, et là je rends hommage à toutes ces grandes historiennes qu'il y a actuellement. Bien sûr, Michel Perrault est le plus célèbre, mais il y en a d'autres, Eliane Viennot, etc. Toutes ces grandes historiennes qui montrent que les femmes étaient là, que les femmes. Et donc j'ai fait un chapitre qui sort de ça, où je montre ce que j'appelle les éternelles combattantes, rebelles, on peut prendre les termes qu'on veut. Elles sont toujours été là, et c'est pas vrai qu'elles se sont battues, Bon, je fais un grand chapitre sur les femmes de 1848, parce que c'est extraordinaire, etc. Et pour montrer qu'elles ont été là, et que malheureusement, à la fois parfois c'est parce que le système patriarcal a été trop fort, donc elles étaient un peu à l'écart, mais des fois elles étaient présentes, mais vraiment, elles ont dominé, elles avaient du pouvoir, etc. Et c'est beaucoup d'historiens du 19e, et là aussi l'histoire au 19e a été écrite par les hommes, hein, le grand roman national, voilà. Et donc, on se retrouve là avec des femmes qui ont été effacées, qui ont été gommées. On a gardé quelques figures, Jeanne d'Arc, mais il n'y a pas que Jeanne d'Arc. Je veux dire, il y a plein d'autres personnages, si j'ose dire, si je reprends leurs termes, qui sont très très importants. Et elles étaient là, on les a gommées, on les a enlevées, il y avait des artistes formidables. Artémisia, moi j'adore tout ce qu'elle fait. Bon, donc je voulais vraiment aussi montrer sur ça parce que elles étaient présentes et je pense qu'elles sont présentes depuis les origines. Voilà, et les hommes ont fait des choses, ont fait évoluer, ils ont participé à l'évolution de l'humanité et les femmes aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ensemble qu'il y a eu ces progressions, chacun avec ses compétences et ses savoir-faire. Et puis voilà, mais elles ont participé à cette évolution de l'humanité. Si vous commencez à me penser que
l'évolution de l'humanité n'a été faite que par des hommes, c'est foutu. Et jusqu'à maintenant, on avait une tendance comme ça à parler en disant l'homme préhistorique, à imaginer que la femme n'avait pas participé à cette évolution. Oui. Donc au final, on réhabilite Néandertal qui a nourri probablement beaucoup Sapiens, puis qui a vécu beaucoup plus longtemps que nous sur la planète Terre, donc voilà, qui était là bien avant. On réhabilite le rôle des femmes et alors je cite les dernières phrases de votre ouvrage. Si durant des siècles, société et culture ont forcé les femmes à entrer dans le moule réducteur des rôles qui leur étaient dévolus, il est temps désormais d'envisager une complémentarité entre les deux sexes et non une domination de l'un par l'autre. Le patriarcat doit être remplacé par un autre système qui reste à construire ensemble. Peut-être une dernière question. On aime bien demander à nos invités quelle thématique ou quel sujet ou quelle question ils voudraient voir abordée dans notre futur festival. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait des questions, on les a abordées un petit peu, on en a parlé ensemble avant l'entretien, autour de la transmission, autour du corps. Est-ce qu'il y a des problématiques qui vous semblent importantes, qu'il faudrait attaquer de front, qui peuvent être en lien avec votre sujet préféré? C'est-à-dire que là, je vais rejoindre un peu mes recherches, mes travaux et mes interrogations surtout. C'est quand même quelque chose, j'ai fait un petit bouquin à ce sujet, mais qu'il faudrait vraiment redébattre, c'est le problème de l'origine de la violence. Donc j'ai fait un bouquin moi, qui s'appelle L'origine de la violence et la guerre, préhistoire de la violence et la guerre. Et parce que là aussi, c'était vraiment quelque chose qui m'agaçait d'entendre toujours, mais la violence, elle a toujours existé. Pendant la préhistoire, ils étaient violents et tout ça. J'ai été chercher si c'était vrai ou pas. Voilà. Et j'ai travaillé sur ça pour montrer que c'est pas vraiment ça. Et que c'est apparu là aussi au néolithique, etc. Et je pense que ça, c'est un beau sujet. Et c'est un sujet qui peut être à la rencontre aussi de différentes disciplines. Et cette notion de guerre, parce que moi je me suis rendu compte en travaillant sur les femmes là, qu'il y a des guerrières. Donc il faut arrêter l'image aussi du bisounours, la femme plus sympa, plus machin, ça n'a pas de sens. Là aussi c'est culturel, hein, c'est selon votre société, si vous élevez des guerrières, vous aurez des guerrières. Et là c'est intéressant parce que c'est justement de voir comment ça se construit et ces différences. Moi, je voudrais bien savoir, malheureusement, bon, on ne peut pas travailler sur tout, mais par exemple, là, on trouve beaucoup de guerrières scythes, ce qu'on appelait les Amazones dans l'Antiquité. En fin de compte, on a donné, les archéologues ont donné chair à ces Amazones qui sont des Scythes, des Sarmates, donc là-bas, vers l'Europe orientale. Et de savoir, voilà, de discuter sur ça. Donc, en fin de compte, c'est pas simplement que masculin, donc c'est pas une question de testostérone, parce qu'on dit souvent que c'est ça qui fait que l'homme est violent. Donc c'est réducteur, ça participe, mais c'est réducteur. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. À la fois, il peut y avoir du biologique, à la fois des sciences humaines, à la fois de l'histoire. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous pour cet entretien. Merci beaucoup. Et longue vie à vos recherches et j'espère vraiment que vous trouverez encore beaucoup de lecteurs Je vous remercie. Et de personnes à qui parler de ce sujet. Merci à vous.